Je ne coûte pas cher, monsieur, dit la petite fille affamée. Le cœur du millionnaire se brisa. Le vent glacial de décembre balayait les rues de Boston lorsque Richard Blackwood vit quelque chose qui allait bouleverser son monde. Une petite fille, à peine âgée de 4 ans, grelottant de froid, tenait une pancarte en carton griffonné. « Je ne coûte pas cher, monsieur. » Ses yeux bleus étincelaient d'un mélange d'espoir et de désespoir qui transperça le cœur du millionnaire de 40 ans. Il pensa que ce ne serait qu'un acte de charité, une bonne action pour apaiser sa conscience. Mais personne n'imagina ce qui allait se passer ensuite. Richard Blackwood ajusta son manteau Armani alors qu'il sortait de sa Mercedes noire dans les rues animées du centre-ville de Boston. Le vent de décembre coupait le quartier financier comme une lame, et la plupart des gens se dépêchaient, la tête baissée, concentrés sur leur destination chaude. À 40 ans, Richard avait bâti un empire dans le développement immobilier. Mais le succès avait eu un prix. Son mariage s'était effondré 3 ans auparavant, le laissant seul dans un Penthouse qui ressemblait plus à une cage dorée qu'à un foyer. Il parcourait ces mêmes rues chaque matin, un rituel qui l'aidait à réfléchir avant de plonger dans une nouvelle journée de réunions de conseil et d'affaires à des millions de dollars. Ce matin-là était différent d'une certaine manière. Le ciel était lourd de nuages gris, promettant de la neige, et l'énergie habituelle de la ville semblait atténuée. Richard s'arrêta au coin de Washington et Summer Street, attendant que le feu change, quand quelque chose attira son attention. De l'autre côté de la rue, près de l'entrée d'un vieil immeuble en briques, était assise une petite silhouette qui le fit regarder à 2 fois. C'était une petite fille, pas plus de 4 ans, avec des cheveux blonds emmêlés et des vêtements qui avaient connu des jours meilleurs. Elle tenait un morceau de carton avec des mots écrits au crayon. En s'approchant, Richard put distinguer ce que disait la pancarte, et son cœur faillit s'arrêter. « Je ne coûte pas cher, monsieur » était écrit en lettres tremblantes, accompagné d'un dessin qui ressemblait à un visage souriant. L'enfant le regarda avec les yeux bleus les plus brillants qu'il n'ait jamais vus, des yeux qui contenaient une innocence qui semblait impossible compte tenu de sa situation. Elle grelottait de froid, ses petites mains rouges et gercées par l'exposition. Richard sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il s'agenouilla à côté d'elle, son costume coûteux touchant le trottoir sale. « Bonjour, dit-il doucement, essayant de garder sa voix douce. « Comment t'appelles-tu » La petite fille le regarda avec un mélange d'espoir et de lassitude qui lui brisa le cœur. « Je m'appelle Sophie, murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du bruit de la rue. « Allez-vous m'aider à retrouver ma maman » La question frappa Richard comme un coup physique. Il regarda autour de lui, s'attendant à voir un adulte à proximité. Mais il n'y avait personne, juste cette petite enfant, seule par l'un des jours les plus froids de l'année, demandant de l'aide à des inconnus avec une politesse déchirante. Sophie serra un lapin en peluche usé contre sa poitrine tandis qu'elle racontait son histoire à Richard par fragments qui dépeignaient un tableau dévastateur. Sa maman l'avait amené ici il y a 3 jours et lui avait dit d'attendre près de cet immeuble parce que quelqu'un viendrait les aider. Maman avait promis de revenir après être allée chercher des médicaments qui la feraient se sentir mieux. Mais 3 jours s'étaient écoulés, et il n'y avait aucun signe de sa mère. Sophie avait survécu grâce au reste des restaurants voisins et à la gentillesse de quelques passants qui lui donnaient de la monnaie. Richard sentit la colère monter en lui, non pas envers l'enfant, mais envers les circonstances qui avaient mené à ce moment. Il sortit son téléphone et appela son assistante Margaret, annulant toutes ses réunions de la journée. Sophie le regarda avec des yeux curieux pendant qu'il parlait, et quand il raccrocha, elle demanda s'il allait la quitter aussi. La question transperça ses défenses comme rien ne l'avait fait depuis des années. « Non, ma chérie, dit Richard, se surprenant lui-même par la douceur de sa voix. Je vais t'aider à trouver un endroit chaud où rester. » Il emmena Sophie dans un restaurant voisin, où la chaleur redonna immédiatement de la couleur à ses joues pâles. Elle dévora une assiette de crêpes et un chocolat chaud avec un enthousiasme qui suggérait qu'elle n'avait pas mangé un vrai repas depuis des jours. Pendant qu'elle mangeait, Richard passa des appels aux services sociaux, essayant de naviguer dans le labyrinthe bureaucratique de la protection de l'enfance. L'assistante sociale à qui il parla était compréhensive mais expliqua que Sophie finirait probablement dans le système de famille d'accueil jusqu'à ce que sa mère puisse être localisée. Quelque chose à propos de cette possibilité rendit Richard physiquement malade. Il regarda Sophie, qui avait fini de manger et dessinait maintenant sur des serviettes avec un crayon qu'elle avait je ne sais comment sorti de sa poche. Ses dessins étaient remarquablement détaillés pour une enfant de 4 ans, montrant des bâtiments et des personnes avec une précision qui semblait dépasser son âge.
Quand il l'interrogea à ce sujet, Sophie sourit pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontré. « Je vois très bien les choses, expliqua-t-elle. Papa disait que j'avais des yeux spéciaux avant qu'il n'aille au ciel. » La mention de son père ouvrit un autre chapitre de l'histoire tragique de Sophie. Elle expliqua que son beau-père David était mort dans un accident de voiture quand elle avait 3 ans. Et après cela, maman avait commencé à prendre des médicaments qui la faisaient beaucoup dormir et agir étrangement. David avait été la seule figure paternelle qu'elle ait jamais connue, ayant épousé sa mère quand Sophie n'avait que 2 ans. Richard réalisa qu'il regardait une enfant qui avait connu plus de pertes et d'abandons dans sa courte vie que la plupart des adultes n'en connaîtraient jamais. Pendant qu'il la regardait dessiner, quelque chose changea en lui, un instinct de protection qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Le bureau des services sociaux semblait froid et institutionnel alors que Richard était assis en face de Madame Patricia Coleman, une femme d'une 50aine d'années, l'air fatigué, qui gérait des cas de protection de l'enfance depuis plus de 2 décennies. Sophie était assise à côté de lui, serrant son lapin en peluche, et restant inhabituellement silencieuse tandis que les adultes discutaient de son avenir. Madame Coleman expliqua que sans aucun parent se manifestant, Sophie serait placée en famille d'accueil d'urgence pendant qu'il rechercherait sa mère. Richard se retrouva à poser des questions qu'il n'aurait jamais cru poser. Et si quelqu'un voulait fournir des soins temporaires? Une personne seule pourrait-elle être qualifiée de tuteur d'urgence? Madame Coleman l'étudia avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait vu toutes sortes de situations imaginables. Elle expliqua le processus, les vérifications d'antécédents, les visites à domicile et les responsabilités légales impliquées. Ce ne serait pas facile, et ce ne serait pas rapide, mais il était possible pour quelqu'un de devenir un tuteur temporaire dans des circonstances spéciales. Pendant qu'il parlait, Sophie recommença à dessiner, cette fois créant une image élaborée d'une maison avec des figures qui ressemblaient à un homme et une petite fille. Elle la montra à Richard avec fierté, soulignant des détails comme des fleurs dans le jardin et un chien dans la cour. « Tu crois que ma maman aimerait cette maison ?» demanda-t-elle innocemment. Richard sentit quelque chose se briser dans sa poitrine en réalisant que cet enfant s'accrochait toujours à l'espoir que sa mère reviendrait. Ce soir-là, Richard se retrouva dans son penthouse, contemplant les lumières de la ville et pensant à la conversation avec Madame Coleman. Il s'était toujours considéré comme un homme pragmatique, quelqu'un qui prenait des décisions basées sur la logique et les avantages financiers. Mais rien dans le désir d'aider Sophie n'avait de sens pratique. Il connaissait à peine cet enfant, n'avait aucune expérience en matière de parentalité, et son mode de vie était complètement inadapté à la garde d'une enfant de 4 ans. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de penser à ses yeux brillants et à la façon dont elle avait dessiné cette image de maison et de famille. Quelque chose chez Sophie avait réveillé une partie de lui qu'il croyait morte avec son mariage. Il décrocha son téléphone et appela Madame Coleman, lui disant qu'il voulait entamer le processus pour devenir le tuteur temporaire de Sophie. En raccrochant, Richard se demanda s'il faisait la plus grande erreur de sa vie, ou s'il faisait enfin quelque chose de vraiment significatif pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin apporta des complications inattendues lorsque Richard reçut un appel du détective Maria Santos du département de police de Boston. La mère de Sophie, Jessica Chen, avait été retrouvée inconsciente à l'hôpital du centre-ville suite à une overdose de drogue. Elle était dans un état critique, et il était incertain quand et si elle se rétablirait. Richard ressentit un mélange d'émotions en apprenant cette nouvelle, un soulagement que la mère de Sophie soit en vie, mais une horreur des circonstances qui avaient conduit à son état. Richard rencontra le détective Santos à l'hôpital, où il en apprit davantage sur la situation de Jessica. Elle avait 26 ans, luttait contre la dépendance depuis la mort de son mari 2 ans plus tôt, et avait été en dehors de programme de réhabilitation sans succès. Le détective expliqua que Jessica avait accumulé de nombreuses accusations liées à sa consommation de drogue, et même si elle se rétablissait, elle ferait probablement face à de la prison. La réalité frappa durement Richard. Sophie pourrait être sans sa mère pendant des années, pas seulement des semaines. Quand Richard revint chercher Sophie à la famille d'accueil temporaire où elle avait passé la nuit, il la trouva assise près d'une fenêtre, serrant toujours son lapin en peluche. La mère d'accueil, une femme âgée nommée Madame Henderson, expliqua que Sophie avait à peine parlé depuis son arrivée et avait demandé à plusieurs reprises quand son papa d'hier reviendrait. L'expression papa d'hier frappa Richard comme à la fois déchirante et étrangement touchante. Le visage de Sophie s'illumina quand elle vit Richard, et elle courut vers lui avec un enthousiasme qui surprit tout le monde dans la pièce. Elle serra ses petits bras autour de ses jambes et le regarda avec ses yeux bleus remarquables. « Es-tu venu me chercher pour cette maison que j'ai dessinée ?» demanda-t-elle avec espoir.
Richard s'agenouilla à sa hauteur et expliqua doucement que cela pourrait prendre du temps, mais qu'il travaillait à lui trouver un endroit sûr où rester. Il évita soigneusement de mentionner l'état de sa mère, sachant que Sophie était trop jeune pour comprendre la complexité de la situation. En quittant la famille d'accueil ensemble, Sophie glissa sa petite main dans celle de Richard, et il ressentit un sentiment écrasant de responsabilité s'installer sur ses épaules. Il ne s'agissait plus seulement d'aider une enfant dans le besoin. D'une manière ou d'une autre, en l'espace de 2 jours, Sophie était devenue la chose la plus importante dans son monde. Il réalisa qu'il ferait tout ce qu'il faudrait pour la protéger, même si cela signifiait reconstruire complètement sa vie autour de ses besoins. L'homme d'affaires prospère qui avait toujours mis le profit en premier découvrait que certaines choses étaient infiniment plus précieuses que l'argent. 2 semaines plus tard, l'appartement de Richard avait été transformé au-delà de toute reconnaissance. Le décor minimaliste et les angles vifs avaient cédé la place à des mesures de sécurité pour enfants, des jouets colorés et des meubles adaptés à quelqu'un de bien plus petit que lui. Sophie était officiellement devenue sa pupille temporaire après un processus d'examen accéléré que ses avocats avaient aidé à gérer. Ce qui surprit le plus Richard, c'est la facilité avec laquelle elle s'était intégrée à sa vie, comme si elle y avait toujours appartenu. Les remarquables capacités artistiques de Sophie devenaient plus évidentes chaque jour. Elle pouvait dessiner des images détaillées de mémoire, reproduire des motifs complexes après les avoir vus une seule fois, et semblait remarquer des détails visuels qui échappaient à la plupart des adultes. Quand elle parlait de son beau-père, David, elle parlait toujours avec amour et l'appelait l'homme qui lui avait appris à voir le monde en couleur. Richard organisa une rencontre avec une psychologue pour enfants, le docteur Emily Watson, qui fut fascinée par la combinaison de traumatisme, de résilience et de compétences exceptionnelles de traitement visuel de Sophie. Le docteur Watson expliqua que certains enfants qui subissent un traumatisme précoce développent des capacités d'observation accrues comme mécanisme de survie. La routine qu'ils avaient établie fonctionnait mieux que Richard ne l'avait imaginé. Il travaillait depuis son bureau à domicile le matin pendant que Sophie dessinait ou jouait tranquillement à proximité. L'après-midi, ils exploraient la ville ensemble, visitaient des musées ou se promenaient simplement dans les parcs. Sophie avait une curiosité insatiable pour tout ce qui l'entourait, posant des questions qui mettaient souvent Richard au défi de voir le monde à travers des yeux complètement différents. Elle avait une façon de trouver l'émerveillement dans les moindres détails qui lui rappelaient pourquoi la vie pouvait être belle. Cependant, tout n'était pas un long fleuve tranquille. Sophie faisait encore des cauchemars où sa mère la quittait, et elle se réveillait parfois en pleurant pour son beau-père David au ciel. Richard se retrouva à apprendre à réconforter une enfant en deuil tout en gérant ses propres émotions compliquées concernant son rôle inattendu de figure paternelle. Il lut des livres sur la parentalité, consulta régulièrement le docteur Watson et commença lentement à comprendre que la guérison des blessures émotionnelles de Sophie serait un long processus nécessitant une patience et un amour infini. À l'approche de Noël, Richard réalisa que ce serait la première saison des fêtes depuis des années à avoir un sens véritable pour lui. Sophie avait dessiné des dizaines de sapins de Noël et de cadeaux, incluant toujours 2 figures qu'elle identifiait comme Papa Richard et moi. La façon désinvolte dont elle avait commencé à l'appeler Papa Richard l'excitait et le terrifiait à la fois. Il s'enfonçait chaque jour davantage dans ce rôle, et la pensée de perdre Sophie devenait insupportable. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'état de Jessica allait tout changer, et la vie paisible qu'ils avaient construite ensemble était sur le point de faire face à son plus grand défi. Par un matin neigeux de janvier, exactement 6 semaines après que Richard eut trouvé Sophie dans la rue, le détective Santos s'appela avec une nouvelle qui allait bouleverser leur monde. Jessica Chen s'était non seulement remise de son overdose, mais elle avait également terminé un programme de réhabilitation ordonné par le tribunal pendant sa détention. Ses avocats demandaient maintenant le retour immédiat de sa fille, affirmant que les droits parentaux de Jessica n'avaient jamais été légalement révoqués et que la tutelle temporaire de Richard n'était plus nécessaire. Richard sentit son sang se glacer en écoutant le détective expliquer la situation légale. Malgré tout ce que Sophie avait traversé, malgré la négligence et l'abandon évident, la loi favorisait toujours la réunification des enfants avec leurs parents biologiques chaque fois que possible. L'achèvement réussi de la réhabilitation de Jessica, combiné à sa coopération avec les autorités et son expression de remords, avait créé un dossier solide en faveur de sa capacité parentale. Les tribunaux ordonneraient probablement le retour de Sophie en quelques semaines. Le plus difficile fut d'expliquer la situation à Sophie sans briser son esprit ni la faire se sentir responsable des émotions compliquées des adultes. Richard s'assit avec elle dans leur salon, entouré des dessins qu'elle avait créés au cours du mois précédent, et essaya de trouver des mots qu'une enfant de 4 ans pourrait comprendre. Il expliqua que sa maman allait mieux et voulait la revoir,
mais il pouvait voir la confusion et la peur dans les yeux de Sophie alors qu'elle assimilait cette information. La réaction de Sophie ne fut pas celle à laquelle Richard s'attendait. Au lieu de l'excitation de revoir sa mère, elle devint repliée sur elle-même et collante, suivant Richard dans l'appartement et lui demandant à plusieurs reprises s'il allait la quitter, elle aussi. Elle dessina image après image la même scène, une petite fille seule tandis que deux figures adultes s'éloignaient dans des directions opposées. Le docteur Watson expliqua que Sophie souffrait d'anxiété d'abandon et que la perspective d'un autre changement majeur dans sa situation de vie déclenchait ses peurs les plus profondes. Alors que Richard bordait Sophie ce soir-là, elle leva ses yeux bleus pénétrants vers lui et posa une question qui le hantrait pendant des années. « Papa Richard, pourquoi les grands partent-ils toujours ?» L'innocence et la douleur dans sa voix brisèrent quelque chose de fondamental en lui. Il réalisa qu'à un certain moment, il ne s'agissait plus de charité ou de faire ce qu'il fallait. Sophie était devenue sa fille à tous égards importants, et la pensée de la perdre lui semblait une perte d'une partie de son âme. Mais alors qu'il embrassait son front et éteignait les lumières, Richard n'avait aucune idée que le lendemain matin apporterait une découverte qui changerait tout ce qu'il pensait savoir du passé de Sophie et révélerait un lien entre eux qui défiait toute logique et explication. Le lendemain matin, un appel téléphonique allait bouleverser le monde de Richard d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Madame Coleman des services sociaux appela avec une nouvelle urgente qui allait bien au-delà de la requête légale de Jessica pour le retour de Sophie. Lors de vérifications d'antécédents de routine pour l'audience de garde, ils avaient découvert quelque chose d'extraordinaire dans les dossiers médicaux de Sophie de l'hôpital où elle était née. Le certificat de naissance de Sophie indiquait son père comme inconnu, et David Chen était répertorié comme beau-père. Mais un échantillon d'ADN prélevé lors d'une procédure de routine avait révélé quelque chose d'impossible. Il y avait une correspondance de père biologique dans le système que personne n'attendait. Richard sentit ses jambes fléchir alors que Madame Coleman continuait d'expliquer la découverte d'une voix qui portait à la fois l'excitation et l'inquiétude. L'hôpital avait effectué des tests supplémentaires pour vérifier les résultats, et il n'y avait absolument aucun doute sur les conclusions. Jessica avait apparemment eu une relation avant de rencontrer David Chen, quelque chose qui avait abouti à la conception de Sophie. Quand David épousa Jessica 2 ans plus tard, il avait choisi d'élever Sophie comme sa propre fille, sans jamais savoir qu'elle n'était pas biologiquement son enfant. L'homme avait aimé Sophie inconditionnellement, la traitant comme sa chair et son sang jusqu'à sa mort tragique dans cet accident de voiture. Mais le vrai choc vint quand Madame Coleman révéla qu'ils avaient pu identifier le père biologique de Sophie grâce à la base de données ADN maintenue par l'État. C'était quelqu'un que Richard connaissait intimement, quelqu'un dont la mort l'avait hanté pendant plus de 4 ans, quelqu'un dont l'absence avait laissé un vide permanent dans le cœur de Richard. Le nom que Madame Coleman prononça glaça le sang de Richard dans ses veines et brouilla sa vision d'incrédulité. Michael Blackwood, le frère cadet de Richard, décédé dans un accident de voiture il y a 4 ans et demi. La chronologie correspondait parfaitement à l'âge de Sophie, et soudain, tout commença à prendre sens avec une clarté terrifiante. Michael avait vécu à Boston pendant cette période, travaillant comme artiste en difficulté et luttant contre ses propres démons avec l'alcool et la dépression. Il avait apparemment rencontré Jessica avant qu'elle ne rencontre David, et leur brève relation avait abouti à la conception de Sophie. Richard avait essayé d'aider son frère à de nombreuses reprises au fil des ans, offrant de l'argent, des opportunités d'emploi et un soutien émotionnel. Mais Michael l'avait toujours repoussé, affirmant que le succès écrasant de Richard le faisait se sentir comme un échec total. Alors que la réalité de la situation s'abattait sur lui comme un raz-de-marée, Richard réalisa que Sophie n'était pas n'importe quel enfant qu'il avait sauvé de la rue. Elle était sa nièce, son propre sang, la fille du frère qu'il n'avait pas réussi à sauver. La culpabilité qui l'accablait était suffocante. Il avait passé des années à se demander s'il aurait pu faire plus pour aider Michael à surmonter ses addictions et sa dépression. Et maintenant, il découvrait que son frère avait laissé derrière lui une fille qui avait souffert dans la rue pendant que Richard vivait dans le luxe à quelques kilomètres de là, complètement inconscient de son existence. Sophie trouva Richard assis dans son bureau 1 heure plus tard, regardant une photographie encadrée de lui et Michael datant de leur remise de diplôme universitaire. Elle grimpa sur ses genoux avec la confiance innocente qu'elle avait développée au cours des dernières semaines et lui demanda pourquoi il avait l'air si triste. Sa petite main touchait sa joue avec une douce préoccupation, regardant dans ses yeux bleus brillants, des yeux qu'il réalisait maintenant être étonnamment similaires à ceux de Michael, portant la même profondeur et la même intensité. Richard eut du mal à trouver les mots pour expliquer la découverte bouleversante qu'il venait de faire concernant leur lien. Tout ce qu'il put faire fut de la serrer plus fort que jamais et de murmurer que parfois les adultes apprennent des choses qui les rendent à la fois incroyablement heureux et profondément tristes.
Sophie hocha la tête avec la sagesse qui semblait lui être naturelle et dit qu'elle comprenait parce qu'elle ressentait la même chose pour son beau-père David, heureuse qu'il l'ait aimé mais triste qu'il soit parti. Ces mots transpercèrent le cœur de Richard alors qu'il réalisait que cette petite fille était sur le point d'apprendre que son arbre généalogique était bien plus compliqué qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le bureau du docteur Watson semblait différent lors de leur séance d'urgence cet après-midi-là. L'espace familier était d'une certaine manière chargé du poids de la révélation de Richard. Richard était assis en face de la psychologue pour enfants qui était devenue son guide de confiance tout au long de ce voyage, essayant de digérer les implications accablantes d'apprendre que Sophie était sa nièce tout en faisant face à la bataille juridique intensifiée qui l'attendait. Le docteur Watson écouta attentivement Richard expliquer la révélation de l'ADN et le tsunami d'émotions compliquées qu'elle avait déclenché en lui, le chagrin pour son frère, la culpabilité de ne pas avoir trouvé Sophie plus tôt, et une farouche protection envers cet enfant, qui se révélait maintenant être de sa famille. Elle fit remarquer quelque chose que Richard n'avait pas encore considéré dans son trouble émotionnel, cette découverte pourrait en fait renforcer considérablement son dossier pour la garde permanente. Les parents biologiques recevaient souvent une forte préférence dans les décisions des tribunaux de la famille, surtout lorsqu'ils pouvaient démontrer la stabilité et le bien-être émotionnel de l'enfant sous leur garde. Le fait que Sophie ne soit pas seulement une enfant au hasard qu'il avait secouru mais sa nièce réelle aurait un poids énorme auprès du juge Harrison lorsque la décision finale de garde serait prise. Cependant, le docteur Watson avertit également que la situation restait plus complexe qu'une simple biologie ne pouvait le résoudre. Jessica Chen était toujours la mère légale de Sophie, et ses droits parentaux restaient totalement intacts malgré ses luttes passées contre la dépendance et l'abandon qui avaient conduit Sophie à vivre dans la rue. Le fait que la véritable paternité de Sophie ait été inconnue même de David Chen, qu'il avait élevée comme sa propre fille avec un amour et un dévouement sincères, ajoutait une autre couche de complexité juridique et émotionnelle à une situation déjà difficile. Jessica avait apparemment perdu le contact avec Michael avant d'apprendre qu'elle était enceinte, et au moment où Sophie est née, elle était déjà dans une relation stable avec David Chen. Richard devrait prouver que les meilleurs intérêts de Sophie étaient avec lui plutôt qu'avec sa mère biologique, qui était maintenant propre, sobre et se battait désespérément pour le retour de sa fille. Les tribunaux examineraient chaque aspect des deux foyers, la stabilité financière, les systèmes de soutien émotionnel, la cohérence des soins, et surtout, les propres préférences de Sophie et son bien-être psychologique sous chaque arrangement de garde potentiel. Ce soir-là, Richard passa des heures à rechercher tout ce qu'il pouvait sur le séjour de Michael à Boston pendant la période où Sophie aurait été conçue. Il trouva d'anciens relevés de cartes de crédit montrant que Michael fréquentait des galeries d'art, des cafés et des restaurants bohèmes dans le même quartier où Jessica vivait et travaillait comme serveuse. Des relevés téléphoniques révélèrent plusieurs appels entre Michael et un numéro qui, Richard le réalisa maintenant, devait appartenir à Jessica pendant leur brève relation. Les pièces d'une romance secrète que son frère n'avait jamais partagée se reconstituaient lentement, comme un puzzle qui avait été éparpillé pendant des années. La découverte la plus douloureuse survint lorsque Richard trouva un carnet de croquis parmi les affaires de Michael qu'il n'avait jamais pris la peine d'examiner attentivement après la mort de son frère. Les pages étaient remplies de dessins d'une jeune femme qui ressemblait remarquablement à Jessica, ainsi que de poèmes sur l'amour, le regret, la peur et le poids écrasant du sentiment d'inadéquation. Une page contenait un sonnet déchirant sur l'espoir que son enfant serait plus forte et plus courageuse que lui, et une autre montrait des dessins détaillés de vêtements de bébé, de jouets et de meubles de chambre d'enfant. La preuve était irréfutable, Michael avait su pour la grossesse. Mais la révélation la plus dévastatrice fut une lettre à moitié terminée adressée à Richard, datée de quelques jours seulement avant la mort de Michael. Dans celle-ci, Michael avait écrit sur la rencontre d'une femme incroyable, sur les erreurs commises, sur la fuite quand les choses devenaient sérieuses parce qu'il avait peur d'échouer en tant que père, de la même manière qu'il avait l'impression d'avoir échoué dans tout le reste de sa vie. Il avait écrit qu'il voulait parler de Sophie à Richard, mais qu'il avait honte d'avoir abandonné Jessica quand elle avait le plus besoin de lui. La lettre se terminait au milieu d'une phrase, comme si Michael avait été interrompu et n'avait jamais trouvé le courage de la terminer. Cette nuit-là, alors que Richard bordait Sophie, elle le surprit avec une question qui lui arracha le cœur. Elle demanda s'il avait déjà eu un frère, car elle rêvait parfois d'un homme qui ressemblait à Richard, mais avec des yeux plus tristes et des doigts tachés de peinture. Elle dit que l'homme de ses rêves dessinait de belles images avec elle et lui racontait des histoires sur son grand frère, qui était un homme à succès, intelligent et gentil. Elle dit que l'homme de ses rêves lui avait dit que quelqu'un qui ressemblait à Richard prendrait soin d'elle un jour et qu'elle ne devrait jamais cesser de croire aux fins heureuses. Richard réalisa que d'une manière ou d'une autre, d'une manière qui défiait toute logique et explication,
Sophie portait des souvenirs ou des impressions spirituelles du père qu'elle n'avait jamais consciemment connu. Le lien entre eux était plus profond que l'ADN ou les documents légaux. Il était mystique, profond et absolument indéniable. L'audience de garde était prévue pour le vendredi suivant, laissant à Richard moins d'une semaine pour préparer ce qui était devenu le cas le plus important de sa vie. Son équipe juridique, dirigée par la redoutable avocate en droit de la famille Sarah Brennan, travailla sans relâche pour rassembler les preuves à l'appui de sa requête de tutelle permanente. Ils avaient les résultats ADN prouvant sa relation biologique avec Sophie en tant qu'oncle, une documentation complète de l'histoire de négligence et d'abandon de Jessica, le témoignage du docteur Watson sur l'attachement remarquable de Sophie à Richard et ses progrès psychologiques sous ses soins, et des témoins de moralité qui pouvaient témoigner de la transformation de Richard en une figure paternelle dévouée. Les preuves brossaient un tableau convaincant. Richard avait fourni à Sophie stabilité, amour, opportunités éducatives et le type de soins constants qui lui avait permis de guérir du traumatisme de l'abandon. Ces ressources financières signifiaient que Sophie ne manquerait de rien. Et plus important encore, le lien émotionnel entre eux était évident pour quiconque passait du temps en leur présence. Sophie était passée d'une enfant effrayée et abandonnée à une petite fille confiante et heureuse qui s'épanouissait sous la garde de Richard. La première visite supervisée de Jessica avec Sophie depuis sa libération du centre de réadaptation eut lieu dans une salle de conférence stérile au tribunal de la famille. Sous l'œil vigilant d'une assistante sociale désignée par le tribunal, Richard observa à travers une vitre sans teint la mère et la fille assises en face l'une de l'autre à une petite table, toutes deux ayant l'air mal à l'aise et incertaines dans cet environnement artificiel. Jessica semblait réellement en bonne santé et sobre pour la première fois depuis que Richard l'avait rencontrée, ses yeux clairs et concentrés, ses mains stables. Elle avait apporté des livres de coloriage, des crayons et un petit animal en peluche, essayant désespérément de renouer avec la fille qu'elle avait abandonnée dans la rue des mois plus tôt. La réaction de Sophie en revoyant sa mère fut déchirante à observer et révéla la profondeur des dégâts émotionnels qui avaient été faits. Elle était polie mais émotionnellement distante, répondant aux questions de Jessica par de simples oui et non. Son langage corporel montrait des signes clairs d'anxiété et de lassitude, ses épaules étaient tendues. Elle gardait ses mains serrées sur ses genoux et regardait fréquemment vers le miroir où elle sentait d'une manière ou d'une autre que Richard la regardait. Lorsque Jessica demanda si Sophie lui avait manqué pendant leur séparation, la petite fille regarda directement vers la vitre sans teint et dit doucement qu'elle avait trouvé quelqu'un qui avait promis de ne jamais la laisser seule. Ces mots frappèrent les deux adultes comme des coups physiques, chacun comprenant la profonde signification de cette déclaration à sa manière dévastatrice. Jessica commença à pleurer silencieusement, réalisant que sa fille avait formé un lien profond et inébranlable avec une autre personne pendant les mois de son absence. Richard sentit son cœur se briser pour les deux, pour Jessica, qui essayait sincèrement de reconstruire sa vie et sa relation avec sa fille, et pour Sophie, qui était prise entre des loyautés concurrentes envers des adultes dont l'amour pour elle avait pris des formes différentes. La visite se termina avec Jessica en larmes, comprenant pleinement que sa dépendance et les choix qu'elle avait faits sous son influence lui avaient coûté quelque chose d'infiniment plus précieux qu'elle ne l'avait réalisé à l'époque. Sophie serra sa mère dans ses bras en guise d'adieu avec l'affection polie que l'on pourrait montrer à un parent éloigné, mais demanda immédiatement à rentrer chez papa Richard lorsque l'assistante sociale apparut pour l'accompagner vers la salle d'attente. Richard sentit son cœur se briser pour Jessica, même s'il ressentait un soulagement et une gratitude que Sophie le choisisse toujours, qu'elle le voit toujours comme sa principale source de sécurité et d'amour. Ce soir-là, Sophie créa son dessin le plus détaillé et le plus complexe émotionnellement, un arbre généalogique qui la reliait à plusieurs figures par des lignes de couleurs différentes. Elle dessina des lignes la reliant à Jessica, étiquetée maman de naissance, à Richard, étiquetée papa Richard, à David dans les nuages, étiquetée beau-papa qui m'aimait, et à une figure qu'elle n'avait jamais dessinée auparavant, étiquetée papa ange que je n'ai jamais rencontré mais qui visite mes rêves. Lorsque Richard lui demanda qui était le papa ange, Sophie expliqua avec naturel qu'il lui rendait visite régulièrement dans ses rêves et lui racontait des histoires sur son enfance avec Richard. Des histoires qui contenaient des détails sur l'enfance de Richard qu'elle n'aurait jamais pu connaître autrement. La précision de ces descriptions laissa Richard sans voix et absolument convaincu que certaines connexions entre les âmes transcendent la mort elle-même. Sophie décrivit des jeux que lui et Michael avaient joués enfants, des blagues qu'ils avaient partagées, et même une cachette secrète dans leur maison d'enfance où ils avaient enterré une capsule temporelle que seuls les deux frères connaissaient. Quoi qu'il se passât entre Sophie et l'esprit de Michael était réel, profond, et servait de pont reliant Richard non seulement à sa nièce mais aussi aux frères qu'il avait perdus et qu'il pleurait chaque jour. Le matin de l'audience de garde arriva avec un drame inattendu qui allait fondamentalement modifier l'ensemble du paysage juridique d'une manière que personne n'aurait pu prévoir.
Le détective Santos appela Richard à 6 heures du matin avec une nouvelle choquante qui allait changer tout ce qu'il pensait savoir de l'affaire. Jessica Chen avait été arrêtée la nuit précédente pour de multiples chefs d'accusation de fraude et d'usurpation d'identité datant d'avant la naissance de Sophie. Ces crimes avaient été mis en lumière lors de l'enquête approfondie déclenchée par la procédure de garde. Elle utilisait de faux documents pour obtenir un emploi et des prestations gouvernementales depuis des années, et les accusations étaient suffisamment graves pour entraîner une peine de prison importante si elle était condamnée. Le détective expliqua que l'enquête avait mis au jour un schéma de tromperie allant bien au-delà de ce que quiconque avait soupçonné. Jessica vivait sous une identité partiellement fausse, utilisant des numéros de sécurité sociale et des historiques d'emploi appartenant à d'autres personnes. Elle avait obtenu des emplois, des appartements et des aides gouvernementales par des moyens frauduleux, créant un réseau de mensonges qu'il avait finalement rattrapé. Le timing ne pouvait être pire pour son affaire de garde, car elle faisait maintenant face à des accusations fédérales qui entraîneraient probablement un emprisonnement. Indépendamment du résultat de son rétablissement de la dépendance, Richard ressentit un mélange complexe de soulagement et de tristesse sincère en absorbant cette nouvelle dévastatrice. Bien que cela signifiât probablement que Sophie resterait avec lui de manière permanente, il ne tirait aucune joie de la chute de Jessica. C'était une jeune femme qui avait fait des choix de plus en plus désespérés tout en luttant contre le chagrin, la dépendance et, apparemment, la détresse financière. Et maintenant, elle faisait face à des conséquences qui la sépareraient de sa fille pendant de nombreuses années. Richard réalisa que gagner la garde de cette manière semblait vide et tragique, même si cela servait clairement les meilleurs intérêts de Sophie. Au palais de justice, l'atmosphère était tendue et chargée d'émotions alors que l'avocat de Jessica demandait un report d'urgence de l'audience en raison de l'arrestation de sa cliente et de son incapacité totale à comparaître. L'avocat fit valoir que les droits constitutionnels de Jessica étaient violés en procédant sans sa présence et que les nouvelles accusations n'étaient pas liées à sa capacité à être mère. Cependant, le juge Harrison, un juge chevronné du tribunal de la famille avec plus de 20 ans d'expérience, décida de procéder à une audience modifiée axée entièrement sur le bien-être immédiat de Sophie et la requête de Richard pour une prolongation de la tutelle d'urgence. La salle d'audience était remplie de tension alors que diverses parties présentaient leurs arguments sur ce qui était le mieux pour une petite fille qui avait déjà enduré beaucoup trop d'instabilité, de traumatisme et de chaos adulte dans sa courte vie. L'avocat de Richard présenta un dossier convaincant basé sur la relation biologique, la stabilité démontrée, l'attachement émotionnel évident de Sophie à Richard, et l'incertitude entourant les problèmes juridiques de Jessica et son incarcération potentielle. Le tournant survint lorsque le juge Harrison fit une demande inhabituelle de parler à Sophie en privé dans ses bureaux, chose qui arrivait rarement dans les affaires de garde impliquant de si jeunes enfants. Richard n'était pas autorisé à être présent pendant cette conversation, mais le docteur Watson accompagna Sophie en tant qu'avocate et soutien émotionnel. Sophie passa près de 30 minutes avec le juge Harrison, un grand-père de 6 enfants qui avait traité des milliers de cas de tribunal de la famille et avait développé une capacité presque surnaturelle à comprendre ce dont les enfants avaient besoin, même lorsqu'ils ne pouvaient pas l'exprimer eux-mêmes. Lorsqu'ils revinrent dans la salle d'audience, l'expression du juge s'était considérablement adoucie, et Sophie tenait fermement un dessin qu'elle avait fait pendant qu'il parlait. C'était l'image d'une maison avec un jardin, un homme et une petite fille se tenant la main, et plusieurs figures flottant dans les nuages au-dessus d'eux, comme des anges gardiens. Le dessin racontait l'histoire d'une enfant qui avait trouvé son foyer et n'était pas prête à y renoncer. Le juge Harrison annonça sa décision avec la gravité et la compassion que de tels moments qui changent une vie méritent. Il accorda à Richard la garde permanente de Sophie, citant la preuve ADN prouvant leur relation biologique d'oncle et nièce, l'attachement clair de Sophie et son bien-être émotionnel remarquable sous la garde de Richard, les problèmes juridiques actuels de Jessica qui la rendaient incapable de fournir un logement stable et des soins à sa fille, et surtout, les souhaits clairement exprimés de Sophie quant à l'endroit où elle voulait vivre. Cependant, dans une décision qui témoignait à la fois de sagesse et de miséricorde, il décréta également que Jessica conserverait des droits de visite supervisés une fois ses problèmes juridiques résolus et qu'elle pourrait faire preuve d'une sobriété et d'une stabilité durable. Le juge reconnut que rompre complètement la relation mère-fille ne servirait pas la santé émotionnelle à long terme de Sophie et que les enfants bénéficient de la compréhension de toute leur histoire familiale. Alors que le marteau retombait avec finalité, Richard sentit l'énorme poids de la responsabilité permanente s'installer sur ses épaules, accompagné d'une joie si profonde et écrasante qu'elle lui coupa le souffle et lui arracha des larmes. 3 mois après l'audience de garde qui avait changé leur vie pour toujours, Richard et Sophie s'étaient installés dans un rythme qui ressemblait à la vie de famille que Richard n'avait jamais su désirer désespérément. Il avait apporté des changements fondamentaux à ses opérations commerciales,
déplaçant son bureau principal à son domicile et restructurant son entreprise pour s'adapter aux horaires scolaires, aux heures de coucher, aux activités du week-end et à tout le beau chaos qui accompagnait le fait d'être un parent à temps plein. Ses employés avaient immédiatement remarqué son changement. Il était plus détendu lors des réunions, plus présent dans les conversations et véritablement plus heureux que quiconque ne se souvenait l'avoir été depuis des années. Sophie s'épanouissait absolument dans une école maternelle privée spécialisée dans les enfants surdoués, où ses capacités artistiques exceptionnelles étaient non seulement reconnues mais activement nourries et célébrées. Ses professeurs étaient émerveillés par son talent pour la mémoire visuelle, sa capacité à reproduire des motifs complexes après les avoir vus une seule fois, et sa compréhension sophistiquée de la couleur et de la composition qui semblait provenir d'une source plus profonde que la simple instruction. Elle s'était fait des amis facilement, participait avec enthousiasme aux activités scolaires et ne montrait aucun signe des traumatismes et de l'anxiété qui avaient marqué ses premiers mois avec Richard. Les visites supervisées avec Jessica avaient repris sur une base soigneusement structurée une fois qu'elle avait été libérée sous caution en attendant son procès. Ces rencontres avaient lieu 2 fois par mois dans un centre de conseil familial où un thérapeute qualifié facilitait les interactions et aidait la mère et la fille à reconstruire leur relation sur de nouvelles bases plus saines. Jessica suivait une thérapie ordonnée par le tribunal, participait à des groupes de soutien continu pour la dépendance et était restée complètement propre et sobre depuis son arrestation. Elle apprenait à accepter que Richard soit désormais le parent principal de Sophie tout en travaillant avec diligence à reconstruire sa propre relation avec sa fille, quelles que soient les conditions possibles. La relation entre les trois avait évolué vers quelque chose que Richard n'aurait jamais pu imaginer lorsqu'il avait trouvé Sophie pour la première fois dans ces froides rues de Boston, une unité familiale non conventionnelle liée par leur amour partagé pour une petite fille remarquable. Jessica avait remercié Richard en larmes à plusieurs reprises pour avoir sauvé Sophie et pour l'avoir incluse dans des moments importants malgré leur histoire juridique compliquée. Elle s'épanouissait non seulement dans son travail de conseillère pour d'autres mères luttant contre la dépendance, mais s'était également inscrite à des cours universitaires pour devenir assistante sociale agréée. Elle avait trouvé un sens profond à son parcours de rétablissement en aidant les autres à éviter les erreurs dévastatrices qui lui avaient coûté si cher. La relation avec Sophie avait évolué vers quelque chose de beau, non pas le lien parent-enfant principal qu'elle avait perdu à cause de sa dépendance, mais une amitié spéciale bâtie sur l'honnêteté, le pardon et l'amour inconditionnel. La relation entre les trois avait évolué vers quelque chose qui défiait les définitions traditionnelles mais fonctionnait à merveille pour toutes les personnes impliquées, une famille non conventionnelle liée par leur engagement commun envers le bien-être et le bonheur de Sophie. Jessica ne serait plus jamais la parente principale de Sophie, et elle avait fait la paix avec cette réalité. Mais elle avait gagné sa place en tant que personne importante dans la vie de sa fille, quelqu'un qui pouvait offrir amour, soutien et le lien irremplaçable avec les origines biologiques et l'histoire précoce de Sophie. Sophie l'appelait maman Jessica maintenant, un titre qui honorait leur lien sans menacer le rôle de Richard en tant que son papa. Quand vint le moment pour Sophie de souffler ses bougies, elle insista pour que tout le monde se rassemble en cercle autour du gâteau carrousel. Son souhait, annonça-t-elle sérieusement à la foule, était que toutes les personnes qu'elle aimait soient heureuses et en bonne santé pour toujours. Alors qu'elle soufflait les 5 bougies, Richard remarqua des larmes dans les yeux de nombreux adultes présents, tous émus par la capacité d'amour de cette petite fille et son désir du bien-être des autres au-delà de ses propres cadeaux ou désirs. Le docteur Watson avait récemment conclu les séances de thérapie de Sophie après avoir déclaré que la petite fille avait réussi à traiter son traumatisme précoce et était prête à affronter son avenir avec confiance, résilience et stabilité émotionnelle. La transformation avait été remarquable à observer, d'une enfant effrayée et anxieuse qui craignait l'abandon à une petite fille sereine et joyeuse qui faisait confiance à la permanence de l'amour. Les talents artistiques de Sophie continuaient de s'épanouir sous un enseignement professionnel, et elle avait commencé à prendre des cours d'art avancés avec un professeur qui avait étudié dans la même école d'art que Michael des années auparavant. Parfois, Sophie créait des tableaux qui semblaient canaliser le style distinctif de Michael d'une manière qui défiait toute explication, les mêmes coups de pinceau audacieux, la même façon de capturer la lumière et l'ombre, la même profondeur émotionnelle qui avait caractérisé le travail de Michael. Son professeur d'art avait remarqué que Sophie semblait avoir une compréhension intuitive des techniques qui prenaient généralement des années à développer, comme si son esprit créatif vivait à travers sa fille et trouvait son expression à travers ses remarquables capacités. La plus grande surprise était survenue 3 mois plus tôt lorsque Richard avait reçu un colis de l'ancien propriétaire de Michael, qui avait nettoyé un garde-meuble contenant les affaires de son frère. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de peintures et de croquis que Richard n'avait jamais vus, ainsi qu'une lettre scellée adressée à Richard qui n'avait jamais été envoyée. La lettre était datée d'1 semaine seulement avant la mort de Michael, et la lire avait été l'une des expériences les plus émotionnelles de la vie de Richard.
la dernière lettre de Michael révélait qu'il avait eu connaissance de la naissance de Sophie mais n'avait jamais dit à Jessica qu'il était le père, croyant profondément qu'il était trop instable émotionnellement et financièrement peu fiable pour être un parent adéquat pour n'importe quel enfant, surtout un aussi précieux et innocent que sa fille. La lettre était remplie d'auto-accusations et de regrets, mais aussi d'un espoir désespéré que d'une manière ou d'une autre, un jour, Sophie trouverait son chemin vers des personnes qui pourraient l'aimer comme elle le méritait. La lettre expliquait la relation brève mais intense de Michael avec Jessica en détails déchirants. Il l'avait rencontrée dans un café où elle travaillait, et ils s'étaient liés par leur amour partagé de l'art et de la littérature. Pendant quelques mois, Michael s'était senti plus heureux et plus optimiste qu'il ne l'avait été depuis des années. Mais quand Jessica lui avait annoncé qu'elle était enceinte, les vieilles peurs et insécurités l'avaient submergé. Il arrivait à peine à subvenir à ses besoins, buvait trop et était terrifié à l'idée d'échouer en tant que père, de la même manière qu'il avait l'impression d'avoir échoué dans tout le reste de sa vie. Sa décision de disparaître complètement de la vie de Jessica lorsqu'il apprit sa grossesse avait été lâche, reconnaissait-il dans la lettre, mais il s'était convaincu que c'était la chose la plus gentille qu'il puisse faire. Il avait espéré désespérément que Jessica trouverait quelqu'un de mieux, de plus stable, de plus capable pour aider à élever sa fille. Quand il apprit par des amis communs qu'elle avait épousé David Chen, qui semblait être un homme vraiment bon avec le genre de caractère stable qui manquait à Michael, il avait ressenti à la fois un soulagement et une tristesse dévastatrice. Michael avait écrit qu'il savait que Richard serait un bien meilleur père qu'il ne pourrait jamais espérer l'être, et que Sophie aurait une chance incroyable d'avoir la force, la stabilité et la capacité d'amour de Richard dans sa vie. Mais la partie la plus déchirante de la lettre était la description par Michael d'avoir observé Sophie à distance à plusieurs reprises, la voyant jouer dans le parc avec Jessica et David, s'émerveillant de sa beauté et de son bonheur apparent, et luttant avec la connaissance qu'il était son père biologique mais qu'il avait perdu tout droit de faire partie de sa vie. La lettre se terminait par une demande sincère, si jamais quelque chose lui arrivait et si Richard avait la chance de connaître Sophie, il devrait lui parler de son père biologique quand elle serait assez grande pour comprendre les circonstances compliquées. Michael voulait qu'elle sache qu'elle avait été profondément aimée avant même sa naissance, même par un père trop brisé et effrayé pour être le parent qu'elle méritait. Il avait inclus plusieurs croquis qu'il avait fait d'elle lors de ses observations secrètes, des dessins qui capturaient son innocence et sa joie avec l'habileté de l'œil aimant d'un père. Alors que la fête d'anniversaire atteignait son apogée, Richard se retrouva un instant à part, submergé de gratitude pour le voyage qui les avait tous menés à ce moment. Sophie dirigeait un groupe d'enfants dans un jeu de chaises musicales, son rire résonnant dans la cour comme une musique. Jessica aidait à servir le gâteau aux plus jeunes, son visage rayonnant de la joie d'être incluse dans le jour spécial de sa fille. La scène était si parfaite, si pleine d'amour et d'espoir que Richard dut essuyer des larmes de ses yeux. Plus tard, alors que la fête d'anniversaire se calmait et que les invités commençaient à partir avec de chaleureux câlins et des promesses de se revoir bientôt, Sophie grimpa sur les genoux de Richard sur la balançoire du porche et murmura que c'était le jour le plus parfait de toute sa vie. Elle dit qu'elle se sentait incroyablement bénie d'avoir tant de personnes qui l'aimaient, papa Richard, qui prenait soin d'elle chaque jour, maman de naissance Jessica, qui apprenait à être à nouveau heureuse et en bonne santé, papa Ange Michael, qui visitait ses rêves et lui racontait des histoires sur l'art et l'imagination, beau papa David, qui l'avait aimée comme sa propre fille quand elle était petite, et tous les amis et professeurs qui rendaient sa vie lumineuse et belle. Elle avait commencé à l'appeler juste papa maintenant, laissant tomber le qualificatif qu'il avait autrefois distingué de ses autres figures paternelles. Le mot simple portait le poids d'une confiance totale, d'un amour inconditionnel et de la sécurité de savoir qu'elle ne serait plus jamais abandonnée. Quand elle le prononçait, Richard sentait son cœur s'épanouir d'un amour si profond qu'il en était presque douloureux. Ce soir-là, après que Jessica eut dit au revoir en promettant de revoir Sophie bientôt, et après que la maison eut été nettoyée et rangée, Richard borda Sophie pour ce qui était devenu leur rituel préféré. Elle avait insisté pour accrocher les croquis de Michael dans sa chambre, disant qu'il la faisait se sentir aimée par tous ses papas, même ceux du ciel. Alors qu'il lui lisait une histoire pour enfants sur des princesses courageuses et des fins heureuses, Sophie l'interrompit avec une question qui lui pesait clairement sur le jeune esprit toute la journée. Elle demanda s'il pensait que toutes les personnes qu'il aimait pouvaient d'une manière ou d'une autre sentir à quel point elle était heureuse, même celles qui n'étaient plus en vie. Lorsque Richard lui assura que l'amour était plus fort que tout, même la mort, Sophie sourit avec la sagesse qui continuait de l'émerveiller. Elle dit qu'elle croyait que papa Ange Michael et beau papa David faisaient probablement la fête au ciel, célébrant son anniversaire et étant fiers de la famille qu'ils avaient tous aidé à créer. En regardant cette remarquable petite fille qui avait complètement transformé son monde et lui avait enseigné le vrai sens de l'amour inconditionnel,
Richard réalisa que parfois les plus grands cadeaux viennent dans les plus petits paquets. Et que la famille n'est pas toujours définie par le sang ou les documents légaux, mais par les liens indissolubles d'amour qui relient les cœurs à travers le temps, l'espace et même la mort elle-même. Sophie n'avait pas seulement trouvé un foyer avec Richard, elle lui avait donné la famille qu'il avait toujours cherchée sans même le savoir et avait guéri les blessures de son âme qu'il avait portées pendant des décennies. En la sauvant de ces froides rues de Boston, il avait découvert qu'elle l'avait en fait sauvée d'une vie de solitude et de regret. Elle lui avait appris que l'amour pouvait vraiment vaincre toute la douleur et la déception qui avaient défini son existence avant qu'elle n'y entre avec ses yeux bleus brillants, sa remarquable capacité à la joie et son extraordinaire capacité à voir le bien en chacun. Alors qu'il embrassait son front et lui murmurait bonne nuit, Richard savait que chaque défi qu'ils avaient affronté, chaque larme qu'ils avaient versée et chaque moment d'incertitude en avait valu la peine pour arriver à ce moment parfait de bonheur complet et inébranlable. Fin.